Bonjour tout le monde. Alors, c'est la deuxième émission de Homme en Lumière. Donc, aujourd'hui, j'ai le plaisir d'interviewer David Mazon. Bonjour David. Bonjour, bonjour Ludo. Ouais, merci. Est-ce que pour les gens qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter? Qui tu es, d'où tu viens, qu'est-ce que tu fais? Et alors, et en quelques mots, juste voilà, donc je viens d'Équateur à la base, donc je suis né en Équateur et ça fait 14 ans que je suis en France. Et maintenant, j'habite dans les Tarn, à côté de Toulouse, à une demi-heure, à Rabastens, à Loupiac plus précisément. Et puis, euh, et puis voilà, je suis danseur, chorégraphe et du coup, j'ai une certaine attirance pour tout ce qui est mouvement, en fait, mouvement des vies, mouvement des vagues, mouvement du vent. Donc, ça me passionne. Donc, voilà, je suis relié au mouvement. Ok. Là d'ailleurs, tu es Voilà pour me présenter. ouais, là d'ailleurs, tu es en tournée actuellement en représentation, c'est ça? C'est ça, je suis en train de danser sur un projet opéra à l'Opéra de Rouen, la flûte enchantée. Et du coup, voilà, c'est le 20 juin, c'est la dernière représentation. Donc, du coup, on est à la fin de cette aventure. Donc, après, je retourne chez moi dans les Tarn. Et là, je suis en déplacement. Donc, du coup, voilà, il y a une vie un peu nomade dans tout artiste. Donc, du coup, là, c'est un peu le cas. Alors, ma première question, c'est est-ce que tu peux me parler du lien avec ton père? Quel lien tu as eu avec ton père et quel père ça a été avec toi? Euh, les liens que j'ai eus avec mon père, donc, je crois qu'il est très fort jusqu'à 10 ans. Donc, après, il y a eu une séparation entre mon père et ma mère. Et du coup, il y a eu 5 ans un peu de vide. Après, j'ai repris le lien un petit peu avec lui. Et puis, à 20 ans, ça s'est refait, un nouveau lien entre 20 et 30 ans. Et puis, quand je suis devenu père moi-même, donc du coup, on a reconstitué un nouveau lien encore plus fort à partir de la trentaine, quoi. Donc, ces 5 dernières années, ça a été assez fort. Donc, on a tissé quand même un lien qui a été rompu et qui a été rétissé. Mais, euh, mais du coup, voilà, ça a été un lien quand même assez transformé. Et du coup, la deuxième question, c'était quel père il était pour moi, c'est ça? Oui, oui, oui. Et bon, je pense que c'est toujours un père, c'est toujours une image un peu idéale, quoi, idéaliste. C'est un peu cette phare. Donc là, je vois un phare devant moi. Je suis en face de la mer. Et je pense que c'est ça, quoi. Tu es un bateau qui navigue dans cette vie-là et ta mer, c'est la porte d'entrée dans ce monde-là. Et ton père, pour moi, c'est le phare. C'est un peu, c'est lui qui délimite le chemin, qui dessine le chemin, qui ouvre le chemin. Donc, du coup, pour moi, ça a été ça, mon père. Et malheureusement, jusqu'à 10 ans. Donc, du coup, après, il y a eu une rupture de ces liens-là. Et ça a été mon grand frère qui a repris ces rôles-là. Donc, voilà. Ok. Et jusqu'à l'âge de tes 10 ans, qu'est-ce que tu as partagé avec ton père? Est-ce qu'il t'emmenait? Est-ce que tu partageais des activités? Est-ce qu'il t'emmenait partager les siennes Et oui, je pense qu'il partageait ses passions avec nous tous. On était 4 frères et sœurs, donc du coup, j'étais pas les seuls. Et donc, je pense que parfois j'avais envie d'être juste avec lui, j'avoue. Mais ça s'est fait plus tard. Donc, voilà. Donc, quand j'étais un petit, je pense qu'on allait beaucoup faire des balades en forêt, faire du vélo. Mon père, il adore la mer, donc du coup, on est allé à la mer beaucoup. Et jouer au foot aussi. Je pense qu'on faisait quoi d'autre ouais, bah, il y a un lien avec la nature, quoi, soit la mer, soit la forêt.
C'était chouette. Ou juste aller se balader au parc aussi, très simplement, aller manger des glaces. Et du coup, voilà. Après, sa profession, lui, à l'époque, il était militaire. Donc, du coup, j'ai un souvenir très fort que quand il faisait tout l'entretien des tanks. Donc, du coup, on est allé se balader. Un jour, on a fait une promenade dans les tanks. Donc, ça, j'étais tout petit, j'avais 8-9 ans. Donc, ça a été assez marquant, quoi, de regarder tout. Voilà, donc des visées. Donc, c'était marrant, c'était une expérience. Mais du coup, voilà, c'était un peu un partage de sa profession à cette époque-là. Est-ce qu'après, tu pourrais me parler, est-ce que tu as des événements qui t'ont vraiment construit et marqué en tant qu'homme pour toi? Est-ce qu'il y a des choses voilà, des événements particuliers? Mhm. Et un lien avec mon père Non, non, ou... pas en lien avec ton père, juste est-ce que toi, il y a des événements que tu trouves qui t'ont construit en tant qu'homme et quels sont-ils, s'il y en a? Mhm. Et évidemment, pour moi, l'adolescence, c'est quand même la transformation, quoi, où le petit garçon devient un homme. Donc, du coup, ça a été sans mon père. Donc, du coup, c'était quand même un peu dur, je trouve. Mais heureusement, j'ai eu des oncles et mon frère qui a un peu comblé cet espace-là. Et du coup, j'ai des souvenirs, surtout sportifs, parce que j'étais sportif à l'époque, à mon adolescence. Donc, du coup, souvent, j'aurais bien voulu qu'il soit là, donc pour voir les compétitions et pour me soutenir, m'épauler. Et du coup, c'est mon oncle et mon frère du coup, qui ont été là. Donc, ça a été vachement rassurant aussi. Donc, finalement, là, j'ai compris que la figure masculine, elle peut venir d'autres hommes et pas seulement de son père, en fait. Et du coup, voilà, c'était un apprentissage assez chouette à cet âge-là. Donc, j'ai compris ça et j'ai remercié la vie pour ce que j'ai vécu. Donc ça, c'était un événement voilà, qui m'a marqué aussi. Est-ce qu'il y a vraiment un autre événement particulier où tu as pu te dire, bah, là, maintenant, je suis un homme, par exemple? Mhm. Et non, je ne crois pas parce que je ne saurais pas te dire qu'est-ce que c'est vraiment un homme, quoi. Donc, jusqu'à là, maintenant, j'ai presque 35 ans. Qu'est-ce que c'est un homme? Je ne saurais pas te dire certainement qu'est-ce que c'est un homme. Mais peut-être des événements où je me suis senti plus homme, peut-être c'est relié à la reconnaissance peut-être. Donc justement dans mes compétitions sportives, gagner des médailles ou arriver en premier ou être dans les podiums. Donc pour moi ça c'était peut-être s'est rapproché à mon image à l'époque d'être un homme. Donc avoir quand même oui, aboutir en quelque sorte quelque chose, une activité, quoi, un peu. Oui, c'est démarqué, c'est. Voilà, c'est. Oui, aboutir pour moi, arriver au bout de quelque chose, quoi. Comme s'il y avait une sorte un petit peu de... Pour être un homme, il faut être reconnu. Il y a une sorte, parce que quand tu dis être le premier sur le podium dans une compétition sportive, c'est finalement, quand tu gagnes, tu as de la reconnaissance des autres et qu'il y avait peut-être ce besoin pour se trouver en tant qu'homme, de se sentir reconnu en tant qu'homme, un petit peu. Oui, il y a quelque chose comme ça. Et après, plus tard, voilà, c'est dans mon parcours de vie, j'ai compris que le sport, et ça ça m'a amené une discipline. Et du coup, j'ai compris que la discipline et la rigueur, c'était quand même lié au masculin. Et là, jusqu'à maintenant, j'ai remercié ces années de ma vie parce que ça me sert toujours et ça me servira toujours. Donc, du coup, j'ai compris que ces côtés-là, discipline, rigueur, a été quand même assez marquant. Et puis, plus tard, un événement où je me suis senti vraiment un homme, mais dans les sens plus larges, pas masculin ou féminin, donc un homme humain. Et donc, petit à petit, après les sports, j'ai basculé sur la danse.
Et du coup, on allait danser, on allait faire des activités culturelles dans des communautés indiennes en Équateur. Et du coup, pour moi, c'était la première fois où je me suis senti vraiment un homme dans ces sens-là, dans ces sens larges du terme, quoi. Ouais, l'humanité, quoi. Donc là, c'est relié plutôt au partage, quoi. Donc partager, je pense que c'est une des qualités d'un homme, vraiment ce partage-là. Donc même quand tu es un pilier d'une famille ou quand tu diriges quelque chose ou quand tu suis quelqu'un ou quand tu es au service de quelqu'un, je pense que c'est ce partage-là, tes connaissances, c'est ça qui te fait devenir un homme pour moi. Alors, je continue sur mes questions. Allez, hydrate-toi parce qu'il fait très chaud. Chez moi aussi, il fait 37-38, c'est l'horreur. Euh, Ouais. une autre question après, c'est donc quand tout être humain a une partie masculine et féminine. Et toi, comment tu vis cette part féminine à l'intérieur de toi? Comment elle s'exprime? Qu'est-ce qu'elle représente dans ton quotidien? Et alors, du coup, dans ma construction, à partir des 10 ans, bien sûr, il y avait mon frère, bien sûr, il y avait mon oncle, mais évidemment, il y avait ma mère. Donc, du coup, je me suis construit avec une mère qui est devenue mère et père. Donc, du coup, mon lien au féminin, il a été toujours hyper. J'étais toujours très connecté à cette énergie féminine, quoi, que je respecte beaucoup et que je vois une force énorme dans les côtés féminins. Donc, du coup, moi, je pense que cette espèce de force et fragilité qu'on a en soi, et il est toujours. C'est une espèce de communication, comme des vases communicants entre les masculins et les féminins. Et c'est pas parce que c'était fragile que tu es féminin, tu peux être complètement masculin en étant fragile. Donc, du coup, voilà, donc j'ai appris à reconnaître ces deux forces-là, la fragilité et cette détermination-là avec ma mère, du coup, qui est restée avec 4 enfants, toute seule, du coup. Donc j'ai vu qu'une femme pouvait être si forte, pouvait être compétente, pouvait être en tête, pouvait diriger. Et donc pour moi, la détermination vient plutôt de ces côtés-là, féminins. Et, euh, et du coup, c'est une des qualités que j'associe à mon côté féminin. Et puis, je découvre encore mon côté féminin et mon côté masculin aussi. Je pense que c'est pas fini. Ouais, c'est jamais fini. Et c'est jamais fini. Et, mais plus aujourd'hui, quand je vois ma femme et quand je vois mon enfant, donc du coup, il y a une espèce d'harmonisation de toutes ces énergies-là, quoi. Donc, finalement, je me retrouve avec une femme en face qui est quand même mon complément, en quelque sorte. Et du coup, le fait d'avoir assisté à l'accouchement de mon fils, donc ça encore, euh, m'a encore dit vraiment que ces côtés de la force et aussi féminin, quoi. Donc, cette force de vie, donc ça vient du féminin. Et du coup, en tant qu'homme masculin, donc on a plein de choses à apprendre là-dedans, quoi. Donc c'est une histoire de lâcher prise aussi. Donc c'est une force hyper tranquille comme la mer. Donc voilà, je pense que je peux te dire hein, ce que je sens par rapport à cette énergie féminine en moi. Et comment tu te laisses traverser par les émotions quand ça t'arrive, comment tu les vis? Après, toi, je sais que tu es danseur, donc ça passe aussi beaucoup par le corps, mais Hmm. quel est ton rapport justement au monde émotionnel et à tous les états intérieurs que tu peux rencontrer? Comment tu les vis? Et bah alors ça c'est c'est très touchant à chaque fois d'arriver à contacter ses émotions et se laisser traverser. Donc, je suis quelqu'un d'hypersensible. Donc, du coup, au fond, je me protège parce que je sais que si j'arrive à toucher vraiment au fond de mes émotions, je peux arriver très loin. Donc, souvent, je surfe mes émotions. Donc, je les regarde, je les traverse et je passe à une autre chose. Donc, c'est pas avec n'importe qui. Donc, pour moi, c'est très important d'avoir un environnement où je puisse être vraiment
complètement détendu pour contacter toutes mes émotions profondes. Et les plateaux, donc quand je suis sur scène, c'est les cas. Donc parfois là, je peux me permettre vraiment d'exister autrement, quoi, de contacter ma profonde tristesse, ma joie profonde aussi, et la colère. Et du coup, c'est un espace magique où je peux faire ça. Donc c'est pour ça que j'adore les fêtes, parce que souvent dans les fêtes, on peut contacter plein d'endroits et des émotions très fortes. Et, euh, et du coup, c'est jamais facile de contacter ces émotions. Donc, et quand je danse, c'est le cas. Mm. Et dans la vie courante, quand je suis entouré des copains ou quand je suis dans des états méditatifs ou tout seul, j'arrive beaucoup mieux à accéder à tous ces états-là que quand je suis entouré Mm. des copains. En fait, Parce c'est que, très intime. Donc, de me oui, délivrer comme ça, je ne pourrais pas, en fait. mais c'est intéressant parce que j'ai l'impression que c'est très masculin, justement, parce que là tu as un cadre avec la scène où tu peux explorer ça, où tu es plutôt tranquille parce que c'est un cadre presque fait pour. Mais en fait, dans la vie au quotidien, tu aurais plutôt besoin d'être tout seul avec toi-même pour vivre pleinement tes émotions, mais ça va être beaucoup plus difficile de vivre ces instants avec du monde, des amis. Est-ce que c'est parce qu'il y a une pudeur ou une peur d'être vu dans ces états? Et peut-être il y a quelque chose de là. Donc peut-être il y a quelque chose ouais, de pudeur. Mais j'appellerais même pas pudeur. Je pense que c'est dès lors de l'intimité, mais et ça me gêne pas de pleurer devant les gens. Mais en fait, je pense que ça, c'est quelque chose qui m'appartient très profondément à moi. Et, euh, et du coup, parfois, j'ai pas assez de confiance ou c'est pas les bons endroits ou c'est pas les bons moments. Mais, mais ouais, je pense que c'est surtout relié à ça, quoi. Donc, c'est vraiment l'occasion, quoi. Donc, Hmm. pour moi, c'est très magique d'arriver vraiment. Pour moi, c'est les jardins secrets, arriver à contacter ça, quoi. Et c'est pas tout le temps, c'est pas avec n'importe qui, c'est pas n'importe où. Donc, ça doit être vraiment. Il y a plein de planètes qui doivent s'aligner pour que ça arrive, en fait. Bizarrement, oui, pour moi, ça marche comme ça. Je sais pas pour le reste des hommes, mais ouais, ouais, pour moi, c'est comme ça. Peut-être ça changera plus tard, mais pour l'instant, c'est encore pas si simple comme ça de se dire, OK, là, je peux pleurer tranquillement. Donc, ouais, je suis quelqu'un qui a besoin beaucoup de temps pour instaurer cette espèce Ouais. des matelas pour pouvoir me délivrer complètement dans mes émotions. Euh, et d'ailleurs, c'est quand la dernière fois que tu as pleuré? La dernière fois que j'ai pleuré, alors, figure-toi que je peux pleurer sans larmes aussi. Ça m'arrive, peut-être parce que mon robinet des larmes est abîmé, j'en sais rien. Mais, et souvent parce que je pleure beaucoup sur les plateaux. Je suis assez touché, donc j'ai appris à développer une certaine façon de pleurer sans émettre des larmes. Oui, Donc, t'es touché sur le plateau. En fait, c'est que tu es touché par la beauté du moment, la beauté du geste, l'instant. ouais, mais c'est exactement la même chose que pleurer, sauf que sans les larmes, quoi, parce que peut-être que je ne peux pas me permettre de pleurer parce que voilà, je suis sur une autre chose, mais ça m'arrive exactement, c'est le même sentiment, mais sans des larmes. Et pleurer avec des larmes, alors c'est peut-être il y a 2, 3 semaines. 2, 3 semaines, je me sentais un petit peu seul. Donc, du coup, ici à Rouen, donc, parce que ça fait 5 semaines du coup que je suis parti de chez moi. Donc, du coup, d'être un peu face à moi-même, et voilà, ça m'a fait faire un peu un état des lieux. Et du coup, voilà, il y avait tous les ingrédients qui se réunissaient pour justement arriver à cet endroit-là, quoi. Donc, je pleure plus facilement tout seul qu'un public, on va dire. Mm. Et encore une autre question là. Est-ce que tu as déjà pleuré devant ton fils? Oui, bah, quand il est né, j'ai pleuré, quoi. Donc, c'était une des occasions où là, vraiment, j'étais ailleurs. Et à sa naissance, j'ai pleuré.
Et oui, donc il m'a connu comme ça, en quelque sorte, avec les larmes aux yeux, quoi, et la bouche pleine de joie. Hmm. Là, j'entends, mais bon, quand il est petit et qu'il naît, t'es touché, d'accord, mais je voulais dire, est-ce que tu as déjà pleuré devant ton fils? Est-ce que tu t'es déjà permis de montrer tes émotions ou d'être triste en présence de ton fils? Tu vois, d'être totalement transparent et dire, bah là, ça va pas, je pleure, et qu'il puisse te voir au quotidien. Pas, bon, c'est sûr, quand il est né, t'es touché, c'est normal, tu as le cœur qui s'ouvre, tout le monde, hein, moi aussi, pour mes enfants, j'ai lâché des larmes, et ok. Tu vois, est-ce que dans le quotidien, tu es capable vraiment d'être authentique, de dire, OK, bah là, ça va pas, je pleure, je suis triste parce que je suis désespéré, parce que là, ça va pas, parce que je me sens seul, et qu'ils puissent te voir dans ces états-là? Est-ce que c'est quelque chose qui t'est déjà arrivé? Et je pense que oui, peut-être une ou deux fois. Après, je pense qu'il y a des choses qui t'appartiennent qu'à toi. Et du coup, parfois, quand j'arrive à la porte de la maison, je fais vraiment la part des choses. Donc, parfois, si je dois être en colère, donc je suis en colère en dehors de la maison. Et quand je rentre à la maison et je traverse cette porte-là, pour moi, c'est vraiment… tu changes des lieux, tu changes d'espace, tu changes d'énergie. Et donc, du coup, parfois, je laisse plein de choses dehors, justement, de la maison, même si c'est des colères, des tristesses. Donc, il y a des choses qui, pour moi, doivent être séparées, quoi, des gens et des espaces. Et du coup, peut-être que oui, ça m'est arrivé de pleurer parce que ça concernait peut-être Jinko et ma famille, mais si ça vient d'ailleurs et si ça ne lui concerne pas, parfois je préfère le faire ailleurs. Donc, Hmm. de me mettre en colère ou de pleurer ailleurs. Et pour l'instant, parce qu'il est petit, mais parfois, ça m'arrive aussi d'être triste et de lui raconter juste en confidence comme un ami, quoi. C'est… Ouais, voilà, il y a des circonstances un peu différentes à chaque fois. Donc, il n'y a pas de règles et je n'ai pas non plus honte ou qu'il me voit pleurer ou qu'il me voit en colère. Donc, au contraire, je pense que je n'ai aucun problème avec ça. Donc, voilà. Et lui aussi, il me le dit. Donc, elle m'a dit, papa, j'ai une tristesse de toi. Il m'a dit, c'était trop beau. Il apprend à parler. Il m'a dit, papa, j'ai une tristesse de toi que tu ne sois pas là. Donc, pour moi, c'est quand même un bon signe. Lui, il aussi, il arrive à exprimer ça. Donc, ça veut dire qu'un retour, nous, on est un miroir comme ça, en fait. On ne cache pas nos émotions. Hmm. Donc, ce n'est pas les buts, au contraire. Je pense que la famille est là pour réconforter, pour nous aider à se reconstruire. Et alors toi, tu as la chance d'arriver d'Équateur. Donc justement, tu as une vision d'Amérique du Sud, une vision européenne parce que tu as été en France et en Espagne depuis pas mal d'années. Et est-ce que tu verrais une différence par rapport au masculin entre la culture sud-américaine, la culture d'Équateur et ici? Hmm. Est-ce que tu vois des différences, toi, qui sont flagrantes? Est-ce que tu vois des choses en positif ou en négatif des deux côtés, hein? Tu vois de Oui, c'est deux cultures un peu distinctes, mais en même temps qui se rejoignent à certains endroits, parce qu'on vit dans un monde quand même universel, mondialisé, quand même, qui communique beaucoup. Mais finalement, oui, moi, je me construis comme ça. Donc, cette vie des nomades m'aide un peu à composer ma personne, mon artiste, mon être, vraiment en prenant le bon, ce que je considère bon pour moi. Donc, comme la religion d'ailleurs, et mes croyances, toutes mes croyances sont composées avec plein de petits ingrédients que je pioche dans chaque voyage en fait. Et, et du coup, oui, en Équateur, il y a une image un peu plus patriarcale de l'homme, quoi. Donc, il y a cet homme un peu surpuissant, intouchable parfois, donc vénéré par les femmes. Donc, il y a un côté un peu encore comme ça, mais qui vient de loin, qui vient de la conquête espagnole, voilà, de toute notre culture judéo-chrétienne. Donc, donc, il y a ces côtés-là. Et du coup, j'ai l'impression qu'en Équateur, les hommes, ils ont moins accès
et se permettent moins de contacter les hommes en fait. Donc par exemple, juste rien que en France, on salue avec, on embrasse, donc on fait des bisous aux hommes, les hommes aux hommes. Donc du coup, il y a une distance en Équateur. Donc même si tu connais bien la personne, tu ne feras jamais un bisou, à Hmm. part à ton frère ou à ton père, quoi. Mais sinon, ça c'est impossible, quoi. Ça c'est dès lors de, ouais, t'es homosexuel, donc c'est pas possible, tu peux pas toucher les hommes. Donc à mon avis, il y a un côté encore un peu trop primitif, trop primaire dans ces sens-là. Alors qu'en Europe, hein, le monde un peu occidental, il y a quand même cette notion un peu plus libre, quoi, des lettres, quoi, d'être un homme, quoi. Donc il n'y a pas de problème avec ces côtés-là, des homosexualités ou des différences des genres. Et puis d'autres différences de l'autre côté, peut-être. Bon, après, ça, c'est pas que les hommes, mais en général, il y a une espèce une culture en France des, de se plaindre, de ne pas être très content, de toujours chercher un petit point noir dans la feuille blanche. Donc, ça, c'est hommes et femmes, peut-être, c'est une culture plus en France. En Amérique latine, comme on a subi tellement plein de problèmes, donc du coup, on apprend vraiment à relativiser et ça sert à rien de se plaindre. En fait, ok, on le sait qu'il y a plein des problèmes et des choses, mais on passe direct à l'étape suivante, en fait. Donc, on dit, Hmm. ok, on sait que ça existe, mais comment on résout ça? Comment on peut faire changer ça? Donc, peut-être ça, c'est les deux différences un peu culturelles, Hmm. un peu plus contrastantes des deux cultures, quoi. Hmm. Ok. Et qu'est-ce que tu aurais à dire sur le masculin aujourd'hui, de manière générale? Comment tu perçois le masculin, son évolution, les hommes aujourd'hui? Hmm. Eh ben, moi, j'ai l'impression que jusqu'à présent, on a vécu avec une énergie masculine young, active. Et j'ai l'impression qu'à un moment donné, oui, bien sûr, il y a toujours créer des actions, mais ce n'est pas la seule solution, en fait. Donc, je crois qu'on vit dans un monde trop masculin, en fait. On veut trop faire. Et pour moi, l'action, c'est quand même masculin. Et on vit dans un monde où on essaie de faire, remplir nos plannings à tout prix, consommer, produire. Donc, on vit dans une génération de la production, quoi, de l'action. Et je trouve qu'on devrait un peu lever les pieds et lâcher prise et vivre plutôt dans une harmonie un peu plus féminine. Et parfois, juste au faire et ce qu'il y a à faire et pas plus, quoi. Pas essayer de remplir tout notre temps, pas essayer de produire tout ce qu'on n'a pas besoin. Donc, je pense que cette sagesse-là, cette intelligence-là, c'est plutôt féminine et c'est plus stratégique, quoi. Donc, c'est un peu comme les Amazones, quoi. Il y a juste une flèche et c'est la bonne, quoi. Il n'y a pas tout à gaspiller. Donc, voilà, c'est cette maturité-là. Et d'ailleurs, c'est pour ça que les femmes, elles mûrissent plus tôt que les hommes. Et je pense que c'est pour ça, quoi. Et, et je pense que c'est le moment de nous aligner à cette énergie féminine. Hmm. Donc, je pense que les masculins, aujourd'hui, il doit un regard au féminin. Donc, je pense que c'est le moment qu'il faut juste pas avoir de hiérarchie. En fait, on est des hommes et des femmes, on est complémentaires. Et il faut juste que l'homme regarde vers la femme et la femme vers l'homme, tout simplement. Et jusqu'à présent, il y a beaucoup un regard vers l'homme. Et du coup, c'est gênant parce que c'est dur à enlever, quoi. Toutes les pubs corporelles, sexuelles, il y a toujours la femme comme en tant qu'objet. Donc c'est incroyable. Donc c'est très dur à enlever, quoi. Donc, et je pense il faut continuer à être déterminé et à lutter pour ça, en fait, pour ces côtés féminins. Mais je pense que c'est les hommes qui ont découvert vraiment le féminin et les masculins qui peuvent aider le reste d'hommes, quoi, le reste des mâles à
quelque part à s'éveiller, à voir différemment, à évoluer, quoi. Ouais. Bah, c'est ce qu'on fait hein, tous au quotidien. On réveille, Bah oui, on réveille l'équilibre chez les hommes, leur part féminine, ne plus avoir peur de leur vulnérabilité, oser être entier, oser traverser par les émotions. C'est pour ça qu'on est là tous, quoi. hmm, ouais, ouais. Et du coup, bah, j'ai une question pour toi, donc, parce que c'est pour moi, c'est pas très clair encore toute cette histoire des émotions. Je ne sais pas si tu crois qu'un homme qui s'est fait traverser par des émotions, donc du coup, et comment expliquer ça? Donc, tu crois qu'un homme euh, peut se laisser traverser aussi comme une femme des émotions, du coup, à quel point on pourrait avoir ce regard-là ou apprendre du féminin par rapport à ça, du coup, à cette… Moi, je pense que oui, parce que c'est vraiment ce que j'apprends auprès de Karine, donc mon épouse qui est aussi accompagnante et thérapeute. Et on anime des stages ensemble depuis quelques années. Et à son contact, il y a vraiment quelque chose qui m'a malaxé de plus en plus pour vraiment être dans l'accueil du moment présent, la volonté, comme tu disais tout à l'heure, le fait de rien faire et de juste accueillir ce qui est là, de se laisser réellement traverser par l'émotion et voir jusqu'où elle emmène. Et moi, c'est vraiment ce que je touche du doigt et ce que je commence vraiment à sentir dans ma vie. Donc, je pense que c'est possible, mais en tant qu'homme, ça nous demande vraiment, vraiment beaucoup d'être malaxé dans notre posture du masculin, dans notre posture de vouloir faire des choses. C'est-à-dire que simplement accueillir le moment présent, ce qui se passe, sans vouloir faire quelque chose, sans vouloir se dire putain, il est l'heure, il faut agir, mais on attend, tout ça. Simplement d'accueillir ça et de voir ce que ça fait à l'intérieur, ce que ça vient générer. Je pense que c'est réellement possible au quotidien, mais ça demande beaucoup. Ça demande, en tant qu'homme, de lâcher vraiment une idée, une posture. Parce que moi, en tant qu'homme, je vois que souvent, on a envie d'agir, on a envie de proposer une solution, on a envie de mettre des choses en place. Enfin, moi, c'est ce que je sens, je le sens comme ça, le masculin à l'intérieur de moi. Et plus j'arrête de vouloir faire, plus j'arrête de vouloir contrôler, plus je laisse les choses aller pour voir jusqu'où elles vont, et plus ça s'imbrique de soi-même, en fait. Donc, je pense vraiment qu'il y a quelque chose de cet ordre-là à trouver pour les hommes. Et moi, c'est vraiment ce que j'ai envie de mettre en place et d'accompagner, tu vois. Mais je sens de la place dans laquelle je suis et comment j'accompagne les hommes que c'est pas encore si simple à trouver. Et moi, je cherche encore la formule pour réellement accompagner les hommes et pouvoir leur proposer ça. Et bon, je suis sur le chemin, mais j'ai pas encore trouvé la formule entière. Mais j'ai trouvé quelques ingrédients, je crois, et j'aimerais bien pouvoir emmener les hommes là, justement, quoi. À pouvoir accueillir exactement comme les femmes le font pour elles-mêmes, d'accueillir aussi profondément que ça, pouvoir oser se laisser traverser, quel que soit l'endroit, quoi. Que je sois avec du monde ou du monde, parce que je la sens aussi, cette pudeur, comme tu disais tout à l'heure, un peu chez les hommes, de OK, je peux me laisser traverser, je sais faire, mais il faut que ça soit mon jardin secret. Et c'est comme s'il y a encore quelque chose à dépasser là, mais qui n'est pas évident à dépasser parce que ça vient toucher quelque chose dont on n'a pas encore l'habitude. De pouvoir se montrer tellement dans l'authenticité que là, je peux montrer mes états à n'importe qui, en fait. Mes états intérieurs, j'ai plus peur de les montrer ni à des gens que je connais pas, ni à des amis, et que je vis totalement l'instant présent. Bon, je pense qu'on est en chemin, mais y arriver tout. Ben oui, ouais, c'est beau. Après, je pense que c'est aussi une histoire des jugements aussi, des pas être accueilli aussi dans ces états-là, d'être jugé. Je pense que ça joue à ça aussi. Parce que je pense qu'il y a beaucoup d'hommes qui oseraient faire ça, mais il y a toujours ce regard masculin, macho, machiste, quoi, qui dit ah oui, non, mais pleurer, c'est montrer, très fragile, Mais alors qu'être très fragile, c'est une force énorme, quoi. ouais. Oui, c'est intéressant parce que justement, la puissance du masculin, elle arrive de là. C'est quand
on est capable de montrer sa vulnérabilité à tout le monde. C'est comme si en tant qu'homme, on veut cacher sa vulnérabilité parce qu'on a l'impression que c'est une faiblesse. On se cache, on se carapace, on met des armures. Mais sauf que si tu montres ta faiblesse à tout le monde, plus personne n'a de prise dessus. Donc en fait, plus personne peut te blesser parce que tu assumes, tu dis, bah regarde, moi je suis bancal et je suis faible comme ça. Enfin, je suis pas faible, je suis vulnérable de cette manière. Donc la personne ne peut pas te piquer à cet endroit puisque toi tu l'assumes et tu le vis. Et il y a aussi ce côté, j'avais déjà vu ça, ce côté, en fait, souvent on ne veut pas montrer comment on est vulnérable parce qu'on a peur que l'autre se foute de nous ou n'en prenne pas compte et tout. Mais si tu regardes au quotidien, quand il y a vraiment quelqu'un qui est authentique et qui te touche par ce qu'il dépose, bah, on n'a pas envie de lui faire du mal à cette personne-là. Tu vois, toi-même, si tu vois quelqu'un qui va te déballer sa vie, qui te dit bah, là, je suis triste parce que ça, limite, tu as plus envie de le prendre dans tes bras que de lui dire regarde, t'es nul. Et c'est vraiment une peur qui n'est pas fondée, la peur de se dévoiler, de se déposer devant l'autre. Bah, à 80, on va dire à 99%, l'autre, il va prendre soin de toi, quoi. Hmm. Il y a vraiment une peur qui est. C'est comme si c'était. On a tous peur de quelque chose qui n'existe pas. Hmm. Ouais, mais c'est nous-mêmes, hein. Parfois c'est des jugements propres qu'on s'est fait, des barrières mentales, quoi. Mais je pense que c'est ça aussi. Ce regard vers le féminin, c'est libérer de tout ça, en fait. Donc vraiment laisser couler, quoi. Vraiment se laisser être, en fait, finalement, parce qu'il n'y a rien à cacher. On connaît les humains, on sait comment on peut être. Donc je pense que c'est plutôt ça, comment on arrive à vivre avec tout ça, en fait. Comment on arrive à coexister, à se tolérer, à s'entraider. Puis dans notre, j'allais dire, on vit la même humanité tous. Moi, je peux voir ça dans les cercles d'hommes où souvent, quand il y en a un qui pose une problématique, ça résonne avec tout le monde parce que Bah finalement, oui. on a tous des moments de désespoir, on a tous des moments de doute, on a tous des moments où on se sent pas bien dans nos baskets, où on se sent honteux, où on se sent coupable, où on se juge. Finalement, les uns comme les autres, on a tous le même chemin en tant qu'être humain, quoi. Peut-être les doutes que j'ai, ben, l'autre en face, il les a aussi, peut-être d'une manière différente, mais il se pose une question, et puis des fois, il est désespéré, et puis des fois, il est triste. Et puis, finalement, dans notre chemin de vie, on traverse tous les mêmes états, quoi. Et on veut tous se cacher en se disant non, mais c'est mon intimité, c'est à moi, ça regarde que moi, mais l'autre, il partage exactement la même chose. Et si finalement on s'ouvre, on se rend compte que ben, en partageant l'un et l'autre, c'est comme si ça s'emboîte comme ça, on va s'accompagner les uns et les autres pour grandir, quoi. Bah oui, c'est ça. Il faut qu'on s'accompagne plus, quoi. Qu'on n'ait pas peur de vivre ensemble, quoi, parce que c'est ça, en fait, ça nous concerne à tous, en fait, tout ça, et parfois on oublie on est similaires, quoi, on est des frères et sœurs, quoi. Euh, Merci David pour ce temps. Est-ce que tu as envie de nous parler un petit peu de ton actualité à toi? Parce que c'est là pour Mhm. toi et parce que t'es en représentation, là, tu es en tournée jusqu'à quand? Alors là, c'est samedi, on va jouer l'avant-dernière de la Flûte enchantée de Mozart à l'Opéra de Rouen. Et lundi prochain, c'est la dernière. Et puis voilà, pour moi, c'est l'été. Donc je suis content. Là, je commence un peu une période estivale où je vais profiter de mon petit-fils qui va rentrer à l'école en septembre. Donc du coup, on va préparer tout ça. Et il y a ma famille qui vient d'Équateur parce que voilà, on va faire une fête de l'amour. On va célébrer l'amour avec ma chérie, avec ma femme. Donc Ouais. on va faire Remarié. le match de retour. On s'est marié en Équateur en 2020 et là on va se remarier en 2022. C'est Donc super. du coup voilà, pour moi c'est important aussi. Je pense que dans la vie, il faut quand même renouveler les choses. Donc c'est parlant. Donc là c'est symbolique, mais je pense que tout le temps il faudra l'amour, les rapports avec les copains, les rapports père-fils. Ça c'est des chantiers, c'est des plantes, des potagers qu'il faut nourrir tout le temps, quoi, et cultiver, quoi, ces relations-là. Donc voilà, et je vais aller à Madrid voir mon père et qu'avec mon fils. Donc du coup, ça va être Trois toujours générations hyper. d'hommes.
hyper émouvant d'être là dans cette espèce de pont intergénérationnel, être au milieu, c'est très beau. Donc, je vais essayer de déguster ça et, et du coup, voilà, profiter de cette période estivale et préparer la rentrée. Et Ah, voilà, s'occuper un petit peu de notre lieu, ouais, je les t'ai perdu un petites tout petit plantes peu, qui sont en mais train de... ça a coupé le son. Alors, je ne sais pas si ça va coûter pour tout le monde, mais moi, pendant 3 secondes, je t'ai perdu un peu, mais c'est pas grave. Ok, non, je disais, voilà, juste prendre soin de la vie quoi, pendant cet été-là. Donc, voilà, on a attendu l'été, donc on a passé l'hiver, les printemps, et pour moi, voilà, l'été, c'est vraiment... J'adore cette... Moi, je suis un enfant d'été, donc je suis né le 26 juin, donc voilà, en période des solstices. Donc, je me sens vraiment dans mon élément là et j'ai envie voilà, de vivre ça au maximum, de construire parce que l'hiver va arriver aussi après derrière, donc il faut profiter de cette période-là, la marée haute. Hmm. Merci, merci David. De toute façon, je mettrai en lien, en commentaire, le lien de ta compagnie. Et puis Bah les oui, liens que tu vas me donner si les gens veulent te retrouver et suivre ce que tu fais en spectacle ou en événementiel. Euh, bah on- super. Bah ouais, c'est chouette. Donc on se quitte là. C'est OK pour toi? Bah oui, on se quitte là, merci beaucoup. Ouais, bah merci Bah David voilà. d'avoir répondu et d'être intervenu dans cette émission. Bah, je te souhaite une belle fin de représentation, parce que tu n'en as plus beaucoup pour la flûte enchantée. Et puis, continue bien ton chemin. Voilà, si vous voulez me retrouver, vous pouvez me suivre sur Instagram, Ingayati Formation, ça y est, je suis fatigué aussi, c'est la chaleur, ou alors sur ingayati.fr, le site internet. Et puis, ben, portez-vous bien et à bientôt. Au Salut revoir. Ludo, merci beaucoup. Au revoir David, au revoir.